En Europe, nous avons autrefois sincèrement cru que nous avions tiré les leçons du passé. Plus jamais nous ne soutiendrions un génocide. Plus jamais nous ne soutiendrions une guerre sur ce continent. Et pourtant, nous en sommes là, perdant d'une guerre par procuration de l'OTAN à l'Est face à un génocide à Gaza, et bien plus encore. Pour discuter de ce qui a mal tourné sur le plan mental, nous recevons le Dr Hans-Georg Müller, professeur de philosophie sociale et politique à l'Université de Macao et animateur de la chaîne YouTube Carefree Wondering. Hans-Georg, bienvenue. Merci beaucoup, Pascal, de m'avoir invité. Eh bien, merci d'avoir accepté. Je devrais aussi ajouter que vous avez publié plusieurs vidéos remarquables, l'une d'elles sur l'Allemagne effrayante et la propagande qui y fait rage en ce moment, ainsi que sur certains traits de la société actuelle. Pourrions-nous peut-être commencer par cela? En particulier, cette question que j'ai déjà abordée avec d'autres invités ici. Aujourd'hui, le mot Verstehen en allemand, compréhension, a pris une connotation négative. Être un putain Versteher, quelqu'un qui comprend Poutine, est désormais perçu comme quelque chose de négatif. Et nous voyons que cela s'est également étendu à Hamas et à d'autres soi-disant ennemis de l'Occident. Pourriez-vous en parler un peu et expliquer ce qui se passe ici? Oui. Eh bien, je veux dire, j'ai remarqué ce changement particulièrement en ce qui concerne la Chine, car j'enseigne à Macao, une région administrative spéciale de la Chine, assez autonome, mais toujours partie intégrante du pays. Mon parcours est en fait dans les études chinoises, j'ai obtenu mes diplômes en Allemagne dans ce domaine. Donc, plutôt que d'être centré sur la Russie ou la question de Gaza, ma perspective personnelle est davantage influencée par mon expérience de l'attitude, disons, allemande envers la Chine. Et cela a radicalement changé au cours de ma vie. Quand j'ai commencé adolescent à étudier les études chinoises, il y avait une grande mode de la Chine. Il existait une forte idéalisation, presque une forme de romantisme à propos de la Chine. Les reportages médiatiques sur la Chine étaient très positifs. C'est pourquoi beaucoup de jeunes à cette époque se sont lancés dans les études chinoises, voulaient apprendre le chinois, voyager là-bas, et ainsi de suite. Et la raison à cela, de toute évidence, était la politique de réforme et d'ouverture lancée sous Deng Xiaoping à la fin des années 1970 et qui se poursuivait encore dans les années 1980. Ainsi, l'image de la Chine véhiculée par les médias et également soutenue sur le plan politique était, disons, très favorable à ce processus de libéralisation en cours en Chine. Au fil des années, cette perception a progressivement évolué, mais le revirement s'est accéléré. Et depuis quelques années, je pense qu'il y a eu un renversement complet, dans le sens où les reportages sur la Chine sont devenus très négatifs. Par ailleurs, la notion que vous avez mentionnée, celle dont j'ai parlé dans la vidéo, l'idée du Versteher, celui qui comprend, est devenue un sujet de débat pour des personnes comme moi qui vivent réellement en Chine, travaillent pour une université chinoise, dans une certaine mesure pour chinois. Et j'ai remarqué que j'étais aussi explicitement ou implicitement qualifié de Versteher. Et cela avait désormais une connotation négative. Donc c'était en quelque sorte une expérience personnelle derrière tout cela, n'est-ce pas? Et c'est aussi ce qui a motivé cette vidéo sur l'Allemagne effrayante. C'était mon voyage en Allemagne l'été dernier, quand j'y suis resté longtemps, environ 2 mois en gros. Et j'ai remarqué que lorsque je parlais avec des gens, qu'ils me connaissaient ou non, et que je leur expliquais ou leur racontais ce que je faisais, cela aboutissait toujours à une réaction très similaire. Ils essayaient de me dire à quel point la Chine est mauvaise, d'expliquer à quel point ma situation devait être difficile et à quel point il est problématique que je fasse mon travail ici.
Et bien sûr, j'ai trouvé ça très étrange, n'est-ce pas? Parce que j'avais l'impression que moins les gens connaissaient réellement la Chine, plus ils se sentaient, d'une certaine manière, autorisés à me faire la leçon à ce sujet. Alors que les personnes qui ont de l'expérience en Chine, ou qui connaissent mieux la Chine, et beaucoup de gens la connaissent et la comprennent mieux que moi, ces personnes-là ont tendance à ne pas me faire la leçon sur le fait d'y vivre. C'est donc une situation assez absurde, où dans le discours public, plus on est éloigné de la Chine, paradoxalement, plus cela semble donner d'autorité pour avoir des opinions tranchées à son sujet. Et j'ai la forte impression que c'est bien le cas, certainement en politique, encore plus dans les médias, mais même dans le monde universitaire, même dans un contexte académique, on considère désormais, même dans les études chinoises, qu'il s'agit d'un inconvénient si l'on est associé d'une manière ou d'une autre à la Chine et que l'on y vit. Et puis cette étiquette de « Versteher », il est plus probable qu'on vous la colle, souvent immédiatement, n'est-ce pas? Même avant que la conversation ne commence, ce genre d'étiquette s'impose. Vous êtes un compreneur, et donc vous êtes moralement, politiquement, voire personnellement suspect, n'est-ce pas? Et je dois simplement ajouter, pour que les gens comprennent en anglais, understander, tel qu'il est utilisé en allemand, signifie en réalité un excuseur, n'est-ce pas? Le mot confond excuser ou justifier avec comprendre. Eh bien, je pense que c'est juste, mais le sous-texte important, c'est aussi que tu éprouves une certaine forme de sympathie, je suppose, non? Ce n'est pas seulement le Verstehen, c'est aussi avoir du Verständnis, une sorte de empathie. Oui, oui. En fait, tu vois où tu as un point de vue similaire à celui dont tu parles. Donc, tu es capable de te mettre à la place de l'autre. Et c'est une accusation. Exactement. C'est devenu négatif maintenant. Exactement. C'est maintenant très négatif. Vous êtes d'une certaine manière associé à l'autre politique et morale. Oui, oui. On vous soupçonne un peu d'être, disons, un traître ou quelque chose comme ça. Oui. Et cela t'arrive même dans le milieu universitaire, Nick. Oui. Je veux dire, c'est très clairement le cas dans le monde universitaire, je dirais. Je dois dire que je ne suis pas, et volontairement pas, dans les études chinoises. Comme tu l'as dit au début, je travaille en philosophie chinoise. Je travaille en philosophie, et je continue à travailler. Tu ne l'as pas mentionné, mais c'est important pour mon parcours académique. Ma principale spécialisation est en réalité la philosophie chinoise. Mais personnellement, je mets l'accent sur la philosophie, pas sur le chinois. Je me considère, même si ma formation universitaire est en sinologie, en études chinoises, comme étant passé des études chinoises à la philosophie. Et je me considère, pour diverses raisons, davantage comme un philosophe que comme un sinologue. Mais oui, je suis, je ne sais pas, peut-être à 30 ou 40% sinologue, et je travaille en Chine. Et oui, même sur le plan académique, il y a, d'après ce que je peux constater, une forte pression. J'ai encore quelques contacts avec la sinologie allemande, bien que ces liens ne soient plus très étroits. La plupart des sinologues allemands qui enseignent aujourd'hui, je ne les connais pas, car j'ai quitté l'Allemagne il y a plus de 25 ans. Mais d'après ce que je peux observer de l'extérieur, il est clair qu'il est très difficile pour mes collègues de présenter ou de faire appel à une certaine forme de Verständnis, une sorte de compréhension empathique de la situation en Chine, surtout dans un contexte académique. Ce n'est pas acceptable. Dans ma vidéo, j'ai mentionné une histoire vraie racontée par un de mes amis sinologues qui avait envoyé une lettre au rédacteur en chef d'un grand journal allemand ayant publié un article très critique sur la Chine. Non seulement le journal a refusé de publier la lettre, mais il lui a également adressé une longue réponse personnelle
expliquant pourquoi ses opinions n'étaient pas acceptables. Ainsi, le journaliste critiquait de nouveau le sinologue professionnel pour être un verstéer et affirmait que cela n'était pas acceptable, que ça ne devait même pas être publié dans les médias allemands grand public. Ce n'est tout simplement pas publiable. Cela m'a rappelé une attitude que je ne connaissais que dans l'ancienne Allemagne de l'Est communiste, ou d'ailleurs dans des pays comme la Chine, où les personnes ayant des opinions dissidentes dans le milieu universitaire n'étaient pas forcément licenciées ou emprisonnées. Je ne pense pas que, sauf pendant des périodes très radicales, cela arrivait souvent. Ce qui se passait, c'était exactement ce qui est arrivé à mon collègue et ami en Allemagne. Les autorités politiques vous faisaient comprendre, d'une manière ou d'une autre, que vous aviez tort et que vous deviez, vous savez, changer d'attitude. Elles adoptaient cette attitude « belerend ». Comment traduire cela en anglais? Cette sorte de... Une attitude d'enseignement, cette envie de t'éduquer, n'est-ce pas? Oui, la rééducation. Oui, exactement. C'est un effort de rééducation. On commence d'abord par l'effort de rééducation. Ainsi, ce journaliste, un journaliste de premier plan, essayait de rééduquer le sinologue professionnel sur sa position concernant la Chine. Et pour moi, cela est très représentatif, disons, de l'atmosphère sociale générale en Allemagne. Et encore une fois, comme dans la vidéo, je parle de la distinction entre Versteher, celui qui comprend, et l'expert. Parce que les médias de nos jours, pour construire leur propagande, n'ont plus vraiment de tribune d'opinion ouverte, où un certain journaliste, vous savez, avec son nom dit « Voici comment je vois la situation ». Non, la propagande fonctionne désormais autrement. Les médias se réfèrent toujours à ces experts, souvent anonymes. Parfois ils sont nommés, mais souvent ils ne le sont pas, n'est-ce pas? Et ces experts sont ceux qui ont la bonne opinion sur les organisations, quelles qu'elles soient. La Chine, la Russie, Israël ou autres, n'est-ce pas? Et oui, ces experts sont pour ainsi dire les vérifiés, les approuver, les accepter, ceux qui ont l'opinion reconnue. Ainsi, la différence entre expert et versteher, entre expert et compreneur, est évidemment que la connotation est la suivante. Cette position est-elle celle que les médias et l'establishment politique considèrent comme politiquement correcte? Les médias apposent alors l'étiquette indiquant qu'il s'agit de l'opinion politiquement et moralement correcte. Ainsi, les experts ont toujours l'opinion politiquement et moralement correcte, tandis que si quelqu'un est un compreneur, cela indique qu'il a l'opinion politiquement et moralement incorrecte, et qu'il ne faut pas l'écouter. Alors que les experts, si vous n'écoutez pas les experts, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Vous ne seriez donc pas vraiment capable de penser de manière rationnelle ou critique. C'est aussi bien sûr très intéressant, n'est-ce pas? Que la pensée critique en Allemagne signifie désormais que vous croyez ce que disent les experts et que vous ne croyez pas ce que disent les compreneurs. C'est désormais ce qu'on enseigne fondamentalement comme pensée critique. Ceux qui sont considérés comme capables de penser de manière critique sont de façon absurde ceux qui ont intériorisé cette distinction, qui peuvent la faire intuitivement, qui croient les experts et qui sont en désaccord avec les compreneurs. C'est quelque chose que je trouve fascinant. Et je me demande simplement, où cela appelle-t-il, disons, de l'opposition? Non, pas de l'opposition. Où cela appelle-t-il des opinions négatives? Parce que nous avons... C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je vis au Japon depuis plus de 10 ans maintenant, et je travaille dans une université japonaise. Et il m'arrive très rarement que quelqu'un en Europe essaye de m'expliquer le Japon. En fait, ils écoutent. Ils veulent en savoir plus. Comment fonctionne le Japon? Ils ne font pas ça.
je n'ai pas cette expérience. Alors que toi, travaillant dans un pays auquel sont associées beaucoup d'opinions négatives en Europe, tu reçois sans cesse des leçons sur la manière dont tu devrais en réalité percevoir le pays où tu vis. Alors pourquoi, lorsque nous avons une vision positive d'un autre pays, ne faisons-nous pas la même chose? Eh bien, je suppose que, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai moi aussi vécu ce même changement. Durant mes 20 premières années en tant que journaliste, enfin sinologue, la situation était exactement comme vous l'avez décrite pour vous-même à Drukat. C'était l'attitude à laquelle j'étais habitué. Mais avec les changements géopolitiques et l'évolution de l'opinion à l'égard de la Chine, disons, avec l'ascension de la Chine et la perception d'une Chine qui n'est plus ce merveilleux, exotique autre, plein d'opportunités, cette perception a changé. Elle est désormais perçue comme faisant partie de l'axe du mal, un concurrent mondial, voire un ennemi sinistre. Oui, c'est clairement dans ce contexte que cela s'est produit. Diriez-vous qu'il s'agit d'un trait psychologique général chez les gens? Je veux dire, est-ce que cela vous arrive aussi en sens inverse? Par exemple, est-ce que des Chinois essayent de vous expliquer tout ce qui ne va pas en Allemagne? Ou bien est-ce un phénomène particulièrement européen, voire propre aux germanophones, selon lequel nous pensons simplement tout mieux comprendre que tout le monde? Je ne dirais pas que c'est un phénomène spécifiquement allemand, mais je dirais qu'il est particulièrement fort en Allemagne. Il y a plusieurs aspects à cela. Tout d'abord, l'image de la Chine a changé radicalement au fil de l'histoire. J'ai étudié l'histoire de la Chine et l'atmosphère actuelle, disons surtout en Allemagne, car encore une fois, cela existe dans tout l'Occident, mais je dirais que c'est rarement aussi fort et marqué qu'en Allemagne. Et cela peut avoir quelque chose à voir avec, je ne sais pas, le caractère allemand s'il en existe un. Je n'y crois pas vraiment, mais d'un autre côté, empiriquement, je pense souvent qu'il y a quelque chose de cet ordre. Quoi qu'il en soit, cette attitude négative envers la Chine n'a malheureusement rien de nouveau. L'attitude occidentale envers la Chine a été historiquement très marquée. Par exemple, dans les années 1840, à l'époque des guerres de l'opium. L'un de mes romans préférés, écrit par l'auteur hongkongais Timothy Mo, s'intitule An Insular Possession. Je pense que c'est l'un des plus grands romans jamais écrits. Il traite de Macao et de la période des guerres de l'opium. Ouais, lorsque Hong Kong a été fondé et que les Britanniques ont quitté Macao pour s'installer à Hong Kong, l'intégrant à leur expansion coloniale. Une partie de l'intrigue concerne le journalisme. Certaines sections du roman recréent les articles journalistiques rédigés par les Britanniques et les Américains à propos de la Chine, et ils sont empreints de haine et de racisme. Ils font, en substance, la promotion de la guerre de l'opium. Le genre de rhétorique que j'entends dans les médias de nos jours me rappelle ce que je connais de ce roman. Je connais d'ailleurs l'auteur, j'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois ici à Macao. Je sais qu'il a fait un travail très minutieux pour reconstituer le langage médiatique de cette époque. Donc, je repense toujours à ce roman maintenant quand je lis quelque chose, ce qui est en fait personnellement difficile pour moi. Il m'est très difficile de lire les médias allemands à propos de la Chine, car ce genre de haine subtile et de propagande subtile est psychologiquement difficile à supporter pour moi. Oui, je ne peux donc en gros lire que quelques phrases ou regarder les informations pendant peut-être 1 minute, puis je dois éteindre. Et cela me rappelle cette première période. Et puis la deuxième période, bien sûr, lorsque l'Allemagne était impliquée, fut la révolte des Boxers vers 1900. Des soldats allemands y furent envoyés, et nous avons la fameuse
Hunred, le discours des Huns de l'empereur allemand, le Kaiser Guillaume, qui encourageait les soldats allemands à aller en Chine et à tuer les Chinois afin qu'aucun Chinois n'ose plus jamais, vous savez, regarder un Allemand avec convoitise. Exactement, oui. Ainsi, encore une fois, ce discours qui n'appartient plus vraiment à la mémoire collective en Allemagne, contrairement, vous savez, à la période nazie, montre que la mémoire historique collective allemande se concentre très fortement sur une période très courte de l'histoire allemande, alors qu'il y aurait pourtant bien d'autres périodes où l'on pourrait également trouver, en réalité, des exemples si différents des attitudes allemandes envers d'autres peuples du monde. Et un exemple est le Hunnenrede et l'attitude envers la Chine, ainsi que l'agression militaire contre la Chine menée par les Allemands, faisant partie de la longue histoire, vieille de 100 ans, de l'agression militaire occidentale contre la Chine. Et bien sûr, cela est plus ou moins complètement ignoré par les experts. Si vous le soulignez, vous devenez un verster, un compreneur. Ce que je veux dire, c'est que c'est haut et c'est bas, c'est toujours en réponse à votre question. Je vous ai dit que si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Je parle trop. Ces hauts et ces bas sont typiques. Et d'ailleurs, des livres ont été écrits à ce sujet. En général, je pense qu'il est très évident que cela s'inscrit toujours dans un contexte de conflit militaire et plus largement géopolitique. Ce qui est fascinant, si je peux encore répondre à l'autre partie de la question, c'est ce que les Chinois pensent en quelque sorte des Allemands. Et cela, bien sûr, a aussi évolué. Pendant longtemps, cela remonte à l'époque où je suis venu pour la première fois en Chine, à la fin des années 1980. L'opinion sur l'Allemagne était extrêmement positive. Cela s'étendait même à Hitler, n'est-ce pas? L'Allemagne était perçue par la personne chinoise moyenne, c'est ce qu'on entendait, comme un pays très fort. Au début, ils étaient très puissants sous Hitler, puis ils sont redevenus très puissants après la guerre en développant cette économie remarquable. Et ils ont toujours été, vous savez, le peuple des Dichterdenker, les poètes et les philosophes. Il y avait donc une image totalement dénuée d'esprit critique, extrêmement positive de l'Allemagne. Elle était considérée comme l'une des plus grandes nations, et cela a eu un effet très durable, n'est-ce pas? En Chine, dans le cadre du développement économique depuis les années 1980, il y a eu une très forte, disons, obsession pour les marques étrangères. Heureusement, je pense que cela est en train de changer, et c'est une bonne évolution. Bien sûr, l'Allemagne, en tant que marque, à la fois au sens métaphorique et littéral, de nombreuses marchandises portaient la mention « Made in Germany ». L'industrie automobile allemande, comme vous le savez peut-être, a beaucoup profité de l'ouverture de la Chine, n'est-ce pas? Elle a vraiment tiré parti de cette tendance très positive. La marque allemande s'est le plus clairement manifestée dans les voitures allemandes qui ont inondé le marché chinois à partir des années 1980 et 1990, n'est-ce pas? Ils construisaient déjà l'usine Volkswagen quand j'étais là-bas en tant qu'étudiant. Les Chinois admiraient donc l'Allemagne. Et je pense qu'ils sont maintenant de plus en plus, voire amèrement, déçus. L'attitude des Chinois était « Nous aimons l'Allemagne, nous aimons les marques allemandes, la marque allemande, nous aimons la culture allemande. » C'était pour nous un modèle, parce que c'est aussi ce qu'ils entendaient de l'Allemagne, n'est-ce pas? À cette époque, comme je l'ai dit, nous voulons un échange culturel. Nous sommes ouverts à 5000 ans de civilisation chinoise. Et puis les Chinois, vous savez, promouvaient cette image idéalisée de la Chine, qui existait aussi en Occident. Les Chinois, en quelque sorte, intériorisaient cela, puis ont reprojeté cette image positive de la Chine vers l'Allemagne,
et ainsi de suite. Nous ouvrions la porte, les instituts Confucius partout, pour, vous savez, promouvoir la culture chinoise. Mais cela a changé. Aujourd'hui, les instituts Confucius sont aussi perçus comme quelque chose de mauvais, voire de maléfique. Comme vous le savez, on dit qu'ils ont été créés parce que les Chinois voulaient diffuser leur propagande et leur influence. Beaucoup d'entre eux ont donc été fermés en Allemagne. Je pense que les Chinois se rendent maintenant compte que leur sympathie envers l'Allemagne n'a pas vraiment été réciproque. Leur amour pour l'Allemagne n'a pas été accueilli par un amour pour la Chine, bien au contraire. Donc oui, les Chinois sont désormais de plus en plus ambivalents à l'égard de l'Allemagne. C'est ainsi que je le perçois. Je vois. Merci pour cela. Peut-être juste brièvement. L'une des choses qui me laisse encore perplexe à propos de cette question de comprenant est de savoir si elle trouve ses racines dans des traditions plus anciennes, peut-être même non allemandes. Parce que si je me souviens bien, et j'ai effectivement fait mes études de premier cycle en philosophie, l'un des plus grands débats philosophiques dans la Grèce antique opposait les platoniciens, l'école de Socrate et les sophistes. Accuser quelqu'un de sophisme est une accusation grave. Cela signifie que vous utilisez les outils des sophistes, c'est-à-dire que vous tordez les arguments pour qu'ils paraissent encore logiques, mais qu'en réalité, ils s'effondrent complètement, et que vous êtes en somme un imposteur. Voyez-vous un lien historique quelconque avec cette tradition? Eh bien oui, en général, je pense que tu as raison, non? Je veux dire, l'idée générale, c'est simplement que l'adversaire intellectuel est toujours, tu sais, délégitimé. Et cette délégitimation a souvent une connotation morale. Oui. Donc la critique du sophisme, c'est aussi que ce sont des philosophes factices, vendus. Ce ne sont pas de vrais philosophes. Ils ne font ça que pour l'argent. C'est ce qu'on trouve dans les dialogues de Platon. C'est généralement l'accusation. Donc oui, ce sont de faux philosophes, des philosophes vendus, et d'une certaine manière, tu as raison. Ce schéma existe, n'est-ce pas? Si tu dis que quelqu'un est un Verstehen, un compreneur, le sous-texte qui me concerne aussi, c'est oui, je suis, tu sais, payé par le gouvernement chinois. Je travaille pour les Chinois. C'est cette histoire de traître dont j'ai parlé plus tôt, n'est-ce pas? Je suis un traître non seulement à l'Allemagne, mais aussi au monde universitaire allemand, parce que, exactement comme tu l'as dit, j'ai été acheté par les Chinois. Et donc je mine, je subvertisse la véritable sinologie critique allemande. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est essentiellement un schéma très similaire à celui que vous avez décrit à propos de la Grèce. Ce que je n'ai pas encore dit, mais que j'ai un peu laissé entendre, c'est que dans ce cas particulier, cela a à voir avec ce que j'appelle le principe du paria. À un certain moment, l'attitude envers la Chine et la Russie, et davantage envers la Russie qu'envers la Chine, a évolué vers une perception de ces pays comme des parias. C'était très différent auparavant. J'en parle aussi dans la vidéo. Quand j'ai grandi dans les années 70, il y avait un conflit très fort, la guerre froide. La moitié de l'Allemagne, les Russes y étaient présents. La moitié de l'Allemagne était pratiquement sous contrôle militaire russe. Ils étaient bien plus proches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pourtant, il existait cette idée de détente, de politique d'apaisement. Les Russes, ou les Soviétiques à l'époque, n'étaient pas considérés comme des parias. On pouvait leur parler, on pouvait les inviter, n'est-ce pas? On pouvait regarder les médias russes. Il n'y avait pas de télévision russe ici, mais les médias russes n'étaient pas traités comme ils le sont aujourd'hui. Car aujourd'hui, ce sont des parias. Les médias russes sont en réalité interdits, bannis en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de RT, la chaîne russe.
RT and Sputnik, yeah. RT et Sputnik. Oui, ce n'est pas simplement bloqué comme en Chine où il y a le pare-feu, que vous n'avez pas à Macao d'ailleurs, car la Chine est assez diverse, plus diverse que l'Allemagne, je dirais. Bref, depuis, je ne sais pas très longtemps, c'est en fait interdit. Les médias russes sont complètement interdits. Donc ils sont illégaux et vous n'êtes même pas autorisé, si je comprends bien la loi, à les citer ou à y faire référence dans votre propre production médiatique. C'est ce que j'appelle le principe du paria. L'autre est un paria total, sans aucune légitimité politique ou morale. La seule chose que nous puissions faire, c'est en gros une forme de harcèlement politique organisé. Il ne faut en aucun cas s'associer avec eux. Et cela s'étend aussi au milieu universitaire. L'idée, c'est que si vous avez quelque chose à voir avec la Chine, même si vous faites simplement l'effort d'apprendre la langue, cela vous rend déjà suspect. Cela donne déjà l'impression que vous passez du côté du paria. Apprendre la langue du paria est déjà perçu comme problématique. Et c'est aussi pour cela que plus personne n'étudie le chinois en Allemagne. Je ne sais pas quelle est la situation pour le russe. Ce n'était pas comme ça dans les années 1970. Il était tout à fait normal d'apprendre le russe ou le chinois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la culture de l'annulation à l'échelle nationale. On annule la Russie, on annule la Chine. Si tu enfreins l'annulation, eh bien mon cher, tu vas devoir apprendre une leçon, n'est-ce pas? Ce qui est fascinant cependant, c'est que cela signifie que nous avons fait l'inverse, n'est-ce pas? Nous interdisons en réalité l'effort même de comprendre correctement. Eh bien, bien sûr. Mais c'est justement pour cela que le Verster, celui qui comprend, est perçu comme une mauvaise chose. Et la première étape qui vous conduit sur cette voie du Verster, c'est d'apprendre la langue. On est censé apprendre à connaître la Chine et la Russie à travers les médias anglophones ou germanophones. Si vous apprenez à connaître la Chine et la Russie à travers les médias sinophones ou russophones, vous êtes déjà, encore une fois, par le paria. C'est une chose vraiment stupide à faire. Je veux dire, il existe suffisamment de littérature sur la stratégie militaire, aussi bien orientale qu'occidentale, qui explique très clairement que la première chose à comprendre, c'est ton ennemi, non? Ou ton adversaire, si tu préfères. C'est l'unique chose qu'il faut vraiment maîtriser, car c'est ce qui te permet de gagner dans la confrontation. Donc ce processus n'est-il pas extrêmement contre-productif? Eh bien, oui et non. Je veux dire, d'un côté, je pense que c'est contre-productif, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, si vous dites que les positions de l'autre camp sont totalement politiquement et moralement, et c'est toujours le sous-texte moral qui est très important, illégitime, alors toute personne qui essaye de les comprendre devient déjà contaminée par elles. D'accord. Cela, bien sûr, est en fin de compte, comme vous venez de le dire, d'un point de vue stratégique, pas très bon. Il faut mieux connaître l'ennemi, c'est utile. Mais bien sûr, dans une situation de type guerrier, si vous vous préparez à une guerre, qu'elle soit chaude ou froide, c'est très utile. Vous voulez, dans votre propre population, qu'il n'y ait personne ayant de la sympathie ou de l'empathie pour l'adversaire. Si vous voulez que les gens soient prêts à tuer d'autres personnes, ce que normalement, la plupart des humains ont une forte. These are all. Ils ne sont pas enclins psychologiquement. Ils ont des Semmung, quel est ce mot en anglais? Ils ne sont pas portés à tuer les autres. Ils ont des hésitations. Il faut surmonter une barrière psychologique assez élevée pour être prêt à tuer autrui. Et il y a eu des études à ce sujet. Alors comment fait-on? En minimisant toute forme de verständnis pour l'autre, en minimisant toute forme de compréhension ou d'empathie envers l'autre. Donc, si l'on se prépare à la guerre, cela est très utile.
Et cette intériorisation est très importante, non seulement pour le soldat, mais aussi pour les personnes au pouvoir, les journalistes, les universitaires et les politiciens. C'est probablement chez ces derniers qu'il est le plus important qu'existe cette forme de volonté de nier, encore une fois, la légitimité morale de l'autre. Deny again this moral legitimacy to the other, and you want those people then in power, right? And we see this very. Et vous voulez que ces gens-là soient au pouvoir, n'est-ce pas? On le voit très clairement dans la politique allemande. Tout politicien qui montre une forme d'empathie ou de sympathie envers l'opposition devient inéligible. Ils sont exclus du parti, démis de leurs fonctions, et ainsi de suite. Il en va de même pour les médias. Vous ne serez pas embauché, vous n'aurez pas de poste dans les médias grand public si vous êtes incompréhensif. C'est comme le critère numéro 1. Et maintenant, même dans le monde universitaire, on en est là. Dans les études chinoises, par exemple, si l'on vous soupçonne d'être incompréhensif, on vous rendra l'accès à un poste ou même à une publication beaucoup plus difficile. Donc en ce sens, c'est comme un mécanisme sociologique que nous voyons se déployer, qui crée ensuite un groupe épistémique homogène, n'est-ce pas? Un groupe qui comprend ou perçoit l'ennemi de la même manière. Et ainsi, on crée le groupe nécessaire pour surmonter l'inertie. Les experts. Ce sont les experts. Ce n'est pas vraiment une question, plutôt un commentaire. Certaines parties de l'establishment de la défense européenne en parlent ouvertement. L'OTAN parle ouvertement de la nécessité d'une perception commune de la menace. C'est comme si nous avions besoin de partager la même perception de qui et de ce qu'est l'ennemi afin de pouvoir constituer une force de frappe contre lui, n'est-ce pas? Ou d'avoir une approche commune face à lui. Et cela est extrêmement dangereux. C'est très dangereux. Le fond du problème, selon ma perspective philosophique, c'est le danger de la moralisation extrême que l'on observe traditionnellement. Nous avons connu cela avec la religion, n'est-ce pas? Peu importe du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, ou même en remontant à la guerre de l'opium et à la révolte des Boxers, la religion restait un enjeu majeur. On combattait les païens, et c'était donc une raison essentielle pour laquelle on pouvait les tuer. Parce qu'ils étaient païens, n'est-ce pas? Et ils résistaient en quelque sorte à la christianisation. C'était l'un des nombreux facteurs, mais un facteur important qui les légitimait, ou plutôt les délégitimait, moralement sur le plan religieux. Nous voyons maintenant le même mécanisme, mais qui n'est plus codé religieusement, ce que j'aime appeler civil religieux. Ils n'adoptent pas nos valeurs, et c'est pourquoi ils manquent de légitimité morale. Ils ne comprennent tout simplement pas nos valeurs, n'est-ce pas? Nous avons essayé, vous savez, nous leur offrions, nous leur expliquions nos valeurs, qui sont clairement supérieures aux leurs. Et pourtant, ou du moins leur gouvernement, ou peut-être ont-ils été trompés par leur gouvernement, supposons-nous. Mais il est clair que de nombreux Russes et Chinois n'adoptent pas vraiment nos valeurs. Et cela, ces valeurs, c'est ce qui les délégitime moralement. Et mon principal bagage, si je puis dire, philosophique, se trouve dans la philosophie chinoise et le taoïsme, ainsi que chez le théoricien social allemand Niklas Luhmann. Et pour tous deux, ainsi que pour d'autres philosophes comme Nietzsche, je dirais qu'ils partagent une forte préoccupation, même s'ils sont bien sûr historiquement tout à fait distincts et différents les uns des autres. Le taoïsme, comme Luhmann, met en avant les dangers de la moralité et le caractère toxique, véritablement empoisonné de la moralisation. Et Luhmann affirme que la moralité et la moralisation constituent la peine de mort pour la démocratie. Et je pense que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Que la politique, encore une fois, et c'est très différent des années 1970 et 1980,
s'est déplacée vers ce registre moral. Nous ne voyons plus l'autre comme un adversaire idéologique, comme c'était le cas à l'époque. Nous ne prenons plus leur idéologie au sérieux. Personne ne s'y intéresse vraiment. Ils n'ont même plus vraiment d'idéologie. Ils sont simplement mauvais, n'est-ce pas? Ils ne partagent tout simplement pas nos valeurs. C'est bien ça, non? Et nous avons la Vertegeleitetaußenpolitik, la politique étrangère guidée par les valeurs. Et cela, je dirais, est la voie vers la guerre et la militarisation. Et cela l'a toujours été. Une tendance est du réussir. En somme, une manière de réussir votre monde. Une raison civile, parce qu'elle est sécurisée. Because it's secularized. Yeah. Post-religious, secularized, civil religious, however you want to call it. Post-religieux, sécularisé, civil-religieux, peu importe comment on l'appelle. Oui, et c'est devenu la rhétorique principale. Et encore une fois, c'est la raison du principe du paria. C'est la raison de la distinction entre celui qui comprend et l'expert. C'est le registre moral. Tout est désormais en quelque sorte subsumé sous ces lunettes morales. La moralische brille. Oui, et c'est un changement politique qui s'est produit malgré, ou en plus, des transformations géopolitiques. Nous assistons à une sorte de retour au fondamentalisme moralisateur. Et cela s'est accentué au cours des dernières décennies, sans aucun doute. Et c'est pourquoi je suis très inquiet. Je pense que l'indicateur le plus clair est que nous nous dirigeons en réalité vers une autre guerre. C'est une très bonne observation. Je veux dire, cela explique aussi, du moins dans ce cadre, pourquoi nous avons cette énorme différence et ce changement depuis l'Ostpolitik de Willy Brandt, qui était une approche pragmatique. C'était du pragmatisme, n'est-ce pas? La question était, que devons-nous faire pour ne pas finir dans une guerre nucléaire? Et la question s'est déplacée vers, que devons-nous faire pour être du bon côté de l'histoire? Ce que l'on entend beaucoup de nos jours. Et c'est une question morale. Que devons-nous faire pour être bons, par opposition à que devons-nous faire pour éviter de mauvaises conséquences? Oui, et cela exerce une forte pression morale, une peur morale. Cela instille une peur morale au sein de votre propre population. Et encore une fois, cette peur morale est liée à vos perspectives de carrière. Exactement. Vous comprenez que si vous ne partagez pas, disons, la vision complètement illégitime de l'autre, alors vous perdez votre propre crédibilité morale, ce qui devient ensuite un gros problème professionnel pour vous. Donc, cette moralisation n'est pas seulement dirigée contre l'autre, elle a aussi un effet très fort sur la population en Allemagne. Tu sais, c'est un peu injuste de soulever ça maintenant, car il nous reste qu'environ 15 minutes. Mais le deuxième sujet que tu as mentionné, celui qui mérite d'être approfondi à propos de l'Allemagne, c'est cette fierté de la culpabilité. Cette idée que les Allemands, à mes yeux, semblent presque obsédés par le fait de ne plus jamais se retrouver du mauvais côté de l'histoire. C'est tellement intériorisé que la période hitlérienne est perçue comme totalement, absolument mauvaise et qu'elle ne doit jamais se reproduire. Donc, mais le donc paraît étrange, donc il faudrait soutenir Israël quoi qu'il arrive, même si cela signifie un génocide contre les Palestiniens. Peux-tu en parler un peu? Oui. Je veux dire, j'ai une autre vidéo sur cette fierté de la culpabilité allemande, Schuldstolz. Et je pense que c'est très important pour comprendre l'histoire allemande après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi quelque chose que je connais très personnellement, car cela s'est produit en grande partie pendant ma propre vie, et c'est pourquoi j'ai vécu tout cela directement. Bien sûr, les Allemands ont toujours eu de la culpabilité, n'est-ce pas, à cause de l'Holocauste. J'ai grandi en Allemagne de l'Ouest avant 1989, c'était ma scolarité, et l'idée à cette époque, l'idée principale, était la Wiedergutmachung, comme si nous réparions le mal. La compensation, oui, la restitution, ou quelque chose de ce genre.
Et donc, oui, c'était clair en quelque sorte que nous portons cette terrible culpabilité et que nous sommes coupables. Et oui, nous devons simplement, pour ainsi dire, faire profil bas, être plutôt modeste. Vous savez, nous ne renforçons pas notre armée, nous ne parlons pas trop, nous restons discrets et silencieux, nous ne voulons pas devenir une puissance internationale. Nous, vous savez, versons un peu d'argent à Israël et disons pardon, 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 et puis, avec un peu de chance, un jour tout sera de nouveau bien. Tout ira mieux et nous pourrons repartir à zéro. Et bien sûr, en Allemagne de l'Est, c'était très différent. L'Allemagne communiste se voyait comme antifasciste, donc elle ne se considérait pas vraiment comme coupable, mais plutôt comme celle qui avait résisté, ce qui était vrai. Le gouvernement communiste de l'Est, dont beaucoup de membres avaient été emprisonnés ou autrement persécutés par les nazis, se considérait comme antifasciste, ce qu'il était effectivement. Mais ensuite, après 89, après la période de réunification 90-91, aucune des deux approches ne fonctionnait vraiment plus. Nous avons donc une nouvelle forme, que je définis comme cette idée de Schulstolz. L'idée est que nous avons commis le crime le plus horrible de toute l'histoire du monde, mais que nous l'avouons, et que nous ne cherchons plus simplement à nous racheter. Désormais, indéfiniment, pour toujours, éternellement, nous déclarons que nous portons cette culpabilité. Et d'une certaine manière, paradoxalement, cela nous rend très fiers. Nous sommes comme les personnes moralement les plus fortes du monde, parce que, et cela a bien sûr des racines chrétiennes, n'est-ce pas? Parce que nous confessons notre culpabilité, et que cette confession nous absout d'une certaine manière moralement, cela devient une confession sans fin, n'est-ce pas? C'est comme si, éternellement, nous portions cette responsabilité morale, et cela fait de nous, paradoxalement, des super-héros de la morale. Oui, et je pense que c'est un facteur très important qui contribue fortement à cette hyper-moralisation, en particulier chez les Allemands. Cette hyper-moralisation du discours politique et national de l'Allemagne, le profil allemand, devient comme celui de ces super-héros moraux. Et cela a, et bien peu importe, le parti vert d'après la réunification, ils en sont en quelque sorte le symbole. Et il n'est donc pas étonnant qu'ils soient aujourd'hui à l'avant-garde de la remilitarisation de l'Allemagne, n'est-ce pas? En réalité, la partie la plus importante du terme fierté coupable, c'est la fierté, pas la culpabilité. La culpabilité a toujours été là, Jim, mais pas cette immense fierté, cette sorte de fierté morale et ce sentiment, je dirais, de complexe de supériorité, n'est-ce pas? Et donc, oui, même les Japonais, eux, n'ont jamais vraiment reconnu leur culpabilité pour la Seconde Guerre mondiale. Cela les rend donc inférieurs à nous, les Allemands, n'est-ce pas? Mais bien sûr, tout le monde, personne d'autre n'a vraiment confessé comme nous l'avons fait. D'une certaine manière, personne d'autre ne possède cette supériorité morale autant que les Allemands. C'est un phénomène politique et général très intéressant, je dirais, parce qu'il est devenu une sorte de question d'identité nationale. En Allemagne, on appelle cela la Erinnerungskultur, c'est le terme officiel, la culture de la mémoire ou la culture du souvenir. Et c'est un peu comme la religion d'État allemande. C'est enseigné à l'école, dans les médias, partout. Tous les monuments y sont consacrés. Donc, peu importe. Les autres nations ont leur propre mythe national et leur propre idéologie nationale. L'idéologie nationale allemande est fondée sur cette Erinnerungskultur, cette culture du souvenir. Et c'est le terreau de cette fierté coupable, encore une fois, avec l'accent mis sur la fierté. Guilt pride again with the emphasis on pride. The emphasis, the really special thing about it is this. Ce qui est vraiment particulier, c'est cette sorte de nouvelle fierté nationale. Quand j'ai été éduqué en Allemagne, comme je l'ai mentionné, j'ai quitté l'Allemagne il y a plus de 25 ans, nous devions, comme je l'ai dit, faire profil bas,
c'est-à-dire qu'on n'affichait pas vraiment le fait d'être allemand. Il n'y avait pas de drapeau allemand. Personne n'aurait eu un drapeau allemand, même lors d'un match de football ou quelque chose de ce genre. Oui, nous allions bien et nous étions heureux, mais nous ne mettions pas beaucoup en avant notre germanité. Cela a changé, et cela a changé sur la base de cette sorte de nouvelles. Enfin, bien sûr, c'est une fierté pervertie, très clairement. C'est une fierté qui, dès le départ, est psychologiquement pervertie et extrêmement dangereuse. Oui, parce que le danger, bien sûr, c'est que si tu crois avoir tiré les bonnes leçons de l'histoire, alors tu ne peux plus te tromper, n'est-ce pas? Donc ton approche doit être la bonne, et l'autre doit être la mauvaise et doit être corrigée. Et s'il résiste, alors il faut aller plus loin. Pourquoi résiste-t-il? C'est ça. Nous avons une politique étrangère guidée par des valeurs. Et cette politique étrangère guidée par des valeurs est le résultat politique direct de la fierté coupable. La Chine n'a pas de politique étrangère guidée par des valeurs. La Chine ne l'a tout simplement pas. Je ne pense pas que la Russie prétende en avoir une non plus. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais pensez-vous que c'est en raison du rôle structurel de l'Allemagne au sein de l'Union européenne que l'ensemble de l'UEM adopte ce discours? Kaja Kallas l'utilise. Bien sûr, von der Leyen l'utilise aussi. Mais cela semble être une tendance européenne. Oui, les Allemands ont très bien réussi à imposer cela à une grande partie de l'Europe. Je doute qu'ils l'aient imposé à toute l'Europe. J'en doute. Mais les figures politiques que tu as mentionnées, et disons les voix directrices, surtout dans les médias au-delà de l'Allemagne, ont essentiellement adhéré à ce modèle. Oui, la moralité est très toxique, Pascal. Elle se propage. C'est comme le dit Luhmann, une bactérie. Elle se répand et infecte toute une société with us remember in Andrelium. Because of this mechanism that once like religion, right? It becomes more and more dangerous not to Exactement. Il devient de plus en plus dangereux de ne pas adhérer à la religion ou de ne pas adhérer à cette hyper-moralisation. Cela devient de plus en plus dangereux. Si vous ne participez pas à la moralisation, vous devenez vous-même le paria. Et c'est pourquoi les Allemands, et la fierté liée à la culpabilité allemande, sont, je dirais, la cause profonde de cette hyper-moralisation. Et c'est extrêmement toxique. Que recommande Luhmann? Et encore une fois, cela pourrait conduire, pour la troisième fois, l'Allemagne à nous entraîner ainsi dans une guerre mondiale. Pour la troisième fois. Je m'inquiète de la même chose, mais nous n'en sommes pas encore là. Que recommande Luhmann? Comment pouvons-nous sortir de cette situation? Que recommande le taoïsme? Je veux dire, au-delà de simplement dire que c'est à l'individu d'arrêter le moralisme, comment pouvons-nous sociologiquement nous extraire de cette situation? Eh bien, c'est une hygiène mentale et sociale. Essayez de ne pas abuser du langage moral. Essayez de ne pas communiquer de manière morale. Essayez de ne pas penser en termes moraux. C'est une hygiène morale. J'ai écrit un livre à ce sujet, Le fou moral. Et oui, la recommandation est de nous libérer d'une manière ou d'une autre de cette façon toxique de penser et de communiquer. Oui, parce que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Exactement. C'était fascinant. Hans-Georg, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur vous, elles devraient d'abord aller sur votre chaîne YouTube, The Carefree Wanderer, n'est-ce pas? Vagabond insouciant, oui, c'est un terme taoïste, oui. Vagabond insouciant. As-tu un autre endroit où tu publies régulièrement où les gens peuvent te trouver? Non, c'est ma chaîne YouTube. D'accord. Je mettrai un lien vers votre chaîne dans la boîte de description ci-dessous. Hans-Georg Möller, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Thank you. Merci beaucoup. Merci.